Imaginez un pays où chaque fois que vous faites le plein de votre voiture, une partie de cet argent se dirige vers un endroit que beaucoup auraient du mal à situer sur une carte, le Venezuela. Réfléchissez-y un instant. L'asphalte sur lequel vous roulez, le caoutchouc de vos pneus, les plastiques de votre ordinateur, vos chaussures, vos téléviseurs, votre shampoing, votre smartphone, vos meubles, la liste est longue. Tous ces éléments, d'une manière ou d'une autre, ont été influencés par le pétrole vénézuélien. Mais voici la question intrigante. Comment un pays si riche en ressources naturelles, possédant les plus grandes réserves prouvées de pétrole au monde, est-il devenu l'une des économies les plus étranges et les plus dévastées de notre époque? Comment un pays qui, en 1950, était le quatrième plus riche du monde, plus riche que le Royaume-Uni, a-t-il pu sombrer au point où, en 2017, le citoyen moyen a perdu 8,7 kg à cause des pénuries alimentaires? Accrochez-vous, car l'histoire que nous allons explorer est une montagne russe économique pleine de paradoxes, de décisions politiques controversées et de conséquences inattendues. Au Venezuela, le prix de l'essence est si bas qu'il est pratiquement gratuit pour les habitants. Pourtant, les résidents des bidonvilles tentaculaires de Caracas peinent à trouver des produits de première nécessité, comme la nourriture, le papier toilette et les chaussures. Paradoxalement, beaucoup d'entre eux ont accès à la télévision par satellite et n'hésitent pas à contracter des prêts pour offrir à leurs filles adolescentes des chirurgies esthétiques. En 2010, un Vénézuélien pouvait prendre l'avion pour Paris, échanger sa monnaie et revenir avec l'équivalent de 7 ans de salaire minimum. C'est une économie qui défie la logique, où la richesse cohabite avec la misère, où les décisions économiques semblent parfois contredire le bon sens. Pour comprendre ce paradoxe, il faut remonter au 31 juillet 1914. Ce jour-là, la vie au Venezuela a changé à jamais. Une éruption de pétrole jaillit d'un puits de 120 mètres de profondeur, marquant la découverte du premier puits de pétrole commercial du pays. À l'époque, le Venezuela était un pays andin obscur, dirigé par l'homme fort Juan Vicente Gómez, un homme qui ne laissait jamais passer une opportunité. Gómez est arrivé au pouvoir en 1908, profitant de l'absence du président Cipriano Castro, parti à Paris pour se faire soigner d'une maladie. Devenu dictateur, Gómez a vu dans la découverte du pétrole une chance d'asseoir encore plus son pouvoir. Sans le capital, ni les compétences nécessaires pour exploiter cette ressource, il a permis aux compagnies étrangères d'explorer, de forer et d'extraire le pétrole vénézuélien sans taxes ni redevances, à condition qu'elles soutiennent son régime. Il accordait des concessions pétrolières, octroyait des faveurs à son entourage et construisait un réseau de loyalistes dépendant des revenus pétroliers. Cela lui a permis de maintenir son emprise sur le pays tout en accumulant une fortune personnelle colossale. En l'espace de 21 ans, le Venezuela est passé du statut de pays obscur à celui de deuxième producteur mondial de pétrole. Le pétrole représentait désormais les 2 tiers des revenus du gouvernement et 90% de ses exportations. Bien que Gómez ait d'abord servi ses propres intérêts et ceux de ses proches, le peuple vénézuélien a eu un premier aperçu de ce qu'un dictateur financé par le pétrole pouvait faire pour eux. Les premières banques ont ouvert. L'industrie pétrolière offrait des salaires incroyablement élevés et une économie de services s'est développée en parallèle. Les agriculteurs vénézuéliens ont abandonné leurs terres ancestrales pour se rendre dans les villes, espérant profiter de la manne pétrolière. La monnaie nationale, le bolivar, s'est fortement appréciée en raison de la demande croissante de pétrole, rendant les importations bon marché, mais rendant les exportations non pétrolières non compétitives. En 1939, Caracas est devenue la ville la plus chère du monde, une réalité qui a surpris même le président américain Franklin D. Roosevelt, qui a demandé une vérification des chiffres tant ils semblaient incroyables. Avec l'afflux de richesses, le pays a commencé à développer une infrastructure moderne. Des routes ont été construites, des écoles et des hôpitaux ont vu le jour, et le niveau de vie général s'est amélioré. Cependant, cette prospérité était superficielle et reposait entièrement sur les revenus pétroliers. L'économie du pays est devenue mono-industrielle, dépendant presque exclusivement du pétrole. Après la mort de Gómez en 1935, le Venezuela a continué sur la voie de la dépendance pétrolière. Son successeur, le président Eleazar López Contreras, a tenté de moderniser le pays et d'apaiser les tensions politiques. Cependant, l'héritage de Gómez était profondément enraciné. La corruption était endémique et le pouvoir était toujours concentré entre les mains de quelques-uns. En 1943, le Venezuela a adopté la loi sur les hydrocarbures,
connue sous le nom de loi 50-50, qui prévoyait un partage égal des profits pétroliers entre le gouvernement vénézuélien et les compagnies étrangères. Cette loi, inspirée par l'économiste Juan Pablo Pérez Alfonso, visait à augmenter les revenus du pays et à donner au Venezuela plus de contrôle sur ses ressources. Cependant, cela a rendu le pétrole vénézuélien moins compétitif par rapport au pétrole du Moyen-Orient, poussant le pays à encourager ces nations à adopter des lois similaires pour équilibrer le marché. Les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale ont vu une augmentation massive de la demande de pétrole. Les troubles géopolitiques au Moyen-Orient, notamment la nationalisation du pétrole iranien en 1951 et la crise du canal de Suez en 1956, ont profité au Venezuela. Le pays est devenu le plus grand bénéficiaire de devises étrangères de la décennie. Pour apaiser la population, le gouvernement a commencé à subventionner fortement le prix de l'essence, offrant aux Vénézuéliens le carburant le moins cher du monde. Cependant, cette période de prospérité a également renforcé la corruption et la centralisation du pouvoir. En 1948, un coup d'État militaire a renversé le président Romulo Gallegos, le premier président démocratiquement élu du pays. Le général Marcos Pérez Jiménez a pris le pouvoir en 1952 après des élections truquées, inaugurant une dictature qui a duré jusqu'en 1958. Pérez Jiménez a poursuivi la politique de modernisation du pays, investissant massivement dans les infrastructures, les industries d'État et des projets publics grandioses comme la construction de l'autoroute Caracas-La Guaira et de la tour Centro Simón Bolívar, inaugurée en 1954. Bien que ces projets aient transformé le paysage urbain et modernisé certaines infrastructures, ils étaient souvent entachés de gaspillage, de corruption et de mauvaise gestion. Les autoroutes coûtaient beaucoup plus cher que prévu, les industries d'État étaient inefficaces et les services publics ne répondaient pas aux attentes. Le régime de Pérez Jiménez était marqué par la répression politique. Les opposants étaient emprisonnés, torturés ou exilés. Cependant, tant que l'économie semblait prospérer grâce aux revenus pétroliers, une partie de la population tolérait ce régime autoritaire. Le règne de Pérez Jiménez a pris fin en 1958 lorsqu'il a été contraint de fuir le pays sous la pression de l'armée et des protestations populaires. Son départ a laissé le Venezuela avec une économie déformée par la surdépendance au pétrole, une monnaie surévaluée et une population habituée à un niveau de vie artificiellement élevé. Les secteurs non pétroliers de l'économie avaient été négligés et le pays importait la majorité de ce qu'il consommait. Avec le retour à la démocratie en 1958, le Venezuela a connu une période de stabilité politique relative marquée par le pacte de Punto Fijo, un accord entre les principaux partis politiques pour respecter les résultats électoraux et soutenir un gouvernement démocratique. Cependant, la dépendance au pétrole et la corruption sont restées constantes. Dans les années 1970, le monde a connu deux chocs pétroliers majeurs. Le premier, en 1973, a été provoqué par l'embargo pétrolier arabe en réponse au soutien occidental à Israël pendant la guerre du Kippour. Le prix du pétrole a quadruplé, passant de 3 à 12 $ le baril. Le second choc pétrolier, en 1979, a été déclenché par la révolution iranienne, qui a perturbé l'approvisionnement mondial en pétrole. Ces événements ont rempli les caisses du Venezuela. Le président Carlos Andrés Pérez, élu en 1974, a profité de cette manne pour lancer une politique de grande Venezuela. Il a nationalisé l'industrie pétrolière en 1976, créant la société d'État PDVSA, Petróleos de Venezuela, SA. Les revenus pétroliers ont été utilisés pour financer des programmes sociaux, des subventions, des infrastructures et des projets industriels ambitieux. Cependant, cette prospérité était une illusion. Le gouvernement n'a pas investi dans la diversification économique ni créé de fonds souverains pour épargner les excédents pétroliers. Les dépenses publiques ont explosé et la corruption s'est intensifiée. La dette extérieure a augmenté et l'économie est devenue de plus en plus vulnérable aux fluctuations des prix du pétrole. En 1983, le prix du pétrole a chuté, plongeant le Venezuela dans une crise économique profonde. Le 18 février 1983, connu comme le Vendredi noir, Viernes Negro, le gouvernement a dévalué le bolivar, instauré des contrôles de change et tenté de contrôler l'inflation galopante. Ces mesures ont conduit à une contraction de l'économie, à une augmentation du chômage et à une montée de la pauvreté. Les Vénézuéliens ont commencé à réaliser l'ampleur de la corruption et de la mauvaise gestion qui avaient sapé l'économie du pays. Les années 1980 ont été marquées par une instabilité économique et politique,
En 1989, le président Carlos Andrés Pérez, de retour au pouvoir, a tenté de mettre en place des réformes économiques néolibérales sous la pression du Fonds monétaire international. La suppression des subventions et l'augmentation des prix du carburant ont déclenché des émeutes connues sous le nom de Caracazo, du 27 février au 8 mars 1989. Ces manifestations ont été violemment réprimées, faisant des centaines, voire des milliers de morts. C'est dans ce contexte de mécontentement social et de désillusion politique qu'émerge Hugo Chavez, un jeune officier parachutiste qui tente un coup d'État le 4 février 1992. Bien que le coup échoue, Chavez devient une figure emblématique pour de nombreux Vénézuéliens frustrés par le statu quo. Emprisonné, il prononce une allocution télévisée où il accepte la responsabilité de l'échec pour l'instant, por ahora, une phrase qui résonne auprès de la population. Libéré de prison en 1994 par le président Rafael Caldera, Chavez entame une carrière politique. En 1998, il est élu président sur une plateforme promettant de lutter contre la corruption, de redistribuer la richesse pétrolière et de refonder le pays. Chavez lance ce qu'il appelle la révolution bolivarienne, en référence au héros de l'indépendance, Simón Bolívar. En 1999, une nouvelle constitution est adoptée, renforçant le pouvoir exécutif et créant de nouvelles institutions. Chavez nationalise de nombreuses industries clés, y compris dans les secteurs de l'électricité, des télécommunications et du pétrole. Il utilise les revenus pétroliers pour financer des programmes sociaux ambitieux appelés missions bolivariennes. Ces programmes visent à réduire la pauvreté, à améliorer l'accès à l'éducation, aux soins de santé et au logement. Des millions de Vénézuéliens bénéficient de ces initiatives et le taux de pauvreté diminue dans les premières années de sa présidence. Cependant, la politique économique de Chavez repose sur une prémisse dangereuse, la conviction que les prix élevés du pétrole perdureraient indéfiniment. En 2002, une grève générale et un coup d'État manqué reflètent les tensions croissantes entre le gouvernement et l'opposition, ainsi qu'avec l'industrie pétrolière. Chavez renforce son contrôle sur PDVSA, en licenciant des milliers d'employés expérimentés et en les remplaçant par des loyalistes politiques. Les relations avec les États-Unis se détériorent, surtout après que Chavez critique ouvertement la politique étrangère américaine et se rapproche de pays comme Cuba, la Russie et l'Iran. En 2006, il est réélu avec une large majorité, mais les signes de problèmes économiques commencent à apparaître. En 2014, le prix du pétrole s'effondre, passant de plus de $100 le baril à moins de $50 en quelques mois. Cette chute prive le Venezuela de sa principale source de devises. Sans réserve financière suffisante, le pays n'a pas pu maintenir ses importations de produits essentiels. Les pénuries de nourriture, de médicaments et d'autres biens de première nécessité sont devenues courantes. L'inflation a explosé, atteignant des niveaux astronomiques, dépassant le 1 000 000% en 2018 selon le Fonds monétaire international. Le successeur de Chavez, Nicolás Maduro, qui a pris le pouvoir après la mort de Chavez en 2013, a continué les politiques de son prédécesseur, mais sans le charisme ni le soutien populaire dont Chavez jouissait. Les tentatives du gouvernement pour contrôler l'économie, comme les contrôles des prix et des changes, n'ont fait qu'aggraver la situation. La production pétrolière a chuté en raison du manque d'investissement, de la corruption et de l'incapacité technique, réduisant encore les revenus du pays. Aujourd'hui, le Venezuela est confronté à l'une des pires crises économiques et humanitaires de l'histoire moderne. Selon les Nations Unies, plus de 5 millions de Vénézuéliens ont fui le pays depuis 2015, cherchant refuge dans les pays voisins comme la Colombie, le Pérou et le Brésil. Ceux qui restent font face à des pénuries chroniques, à la violence, à l'insécurité alimentaire et à un effondrement des services publics, y compris le système de santé. La malnutrition, autrefois rare, est devenue courante, touchant particulièrement les enfants. Les maladies qui avaient été éradiquées, comme la diphtérie et la malaria, ont réapparu. Les hôpitaux manquent de médicaments, d'équipements et même de bases comme l'électricité et l'eau courante. L'histoire du Venezuela est un avertissement puissant sur les dangers de la surdépendance aux ressources naturelles, souvent appelée la malédiction des ressources ou syndrome hollandais. Lorsque les pays riches en ressources naturelles ne parviennent pas à diversifier leur économie, à investir dans l'éducation, les infrastructures et le développement durable, ils deviennent vulnérables aux fluctuations des marchés mondiaux. La corruption et la mauvaise gestion économique ont exacerbé ces problèmes. Au lieu d'utiliser les revenus pétroliers pour construire une base économique solide,
Les dirigeants successifs ont souvent utilisé cette richesse pour acheter du soutien politique, financer des projets inefficaces ou simplement s'enrichir. Le Venezuela est à un carrefour critique. La communauté internationale, y compris des organisations comme l'Union européenne, les Nations unies et de nombreux pays des Amériques, a appelé à des solutions pacifiques et démocratiques à la crise. Des sanctions ont été imposées pour faire pression sur le gouvernement Maduro, mais elles ont également eu des répercussions sur la population. Des efforts de médiation ont été entrepris, mais les tensions politiques internes restent élevées. La reconstruction du pays nécessitera non seulement des réformes économiques profondes, mais aussi une réconciliation nationale et un engagement à long terme pour la démocratie et la transparence. Alors que nous concluons ce voyage à travers l'histoire économique tumultueuse du Venezuela, il est essentiel de réfléchir aux leçons apprises. Comment un pays peut-il éviter les pièges de la malédiction des ressources? Comment les citoyens peuvent-ils tenir leurs dirigeants responsables? Et surtout, comment transformer la richesse naturelle en prospérité durable pour tous? L'histoire du Venezuela n'est pas seulement celle d'un pays lointain. Elle est un miroir pour d'autres nations riches en ressources qui pourraient être tentées de suivre un chemin similaire. Elle pose des questions cruciales sur la gouvernance, la responsabilité et la manière dont les richesses nationales devraient être gérées pour le bien de tous. Si cette histoire vous a interpellé, si elle vous a fait réfléchir ou si vous avez des perspectives à partager, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Votre voix compte et ensemble, nous pouvons encourager des discussions constructives sur l'économie, la gouvernance et l'avenir de nos sociétés. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations passionnantes. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage captivant à travers l'histoire complexe du Venezuela. Ensemble, continuons à apprendre, à réfléchir et à grandir.